Bonjour, bonjour. Nous allons consacrer quelques minutes pour revoir de manière grossière les anémies hémolytiques congénitales, bêta-thalassémie et drépanocytose. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Il était une fois un royaume où toutes les femmes portaient le même prénom, Ulfa. Les hommes, quant à eux, ils étaient classés en 3 catégories, Bit, Dalton et Gma. Bit, ressemblant à Brad Pitt, la quasi-majorité des femmes préféraient épouser les hommes de cette catégorie. Dalton, puisqu'ils avaient une mauvaise réputation de voleurs, il n'y avait qu'un faible pourcentage qui finissait par se marier. Gma, ses frères en kabyle. Ce sont les hommes qui avaient l'habitude d'entendre l'expression « je t'aime comme mon frère ». Et donc il n'y avait que quelques-uns qui finissaient par fonder une famille. Un jour, les hommes de la catégorie Bit ont disparu. Le royaume s'est retrouvé avec un excès de Ulfat, célibataire, dont le destin inéluctable était de s'affoler et de détruire le royaume. Pour tenter de compenser les hommes Bit, le royaume a fait en sorte pour augmenter le nombre des hommes Dalton et Gma et donc diminuer l'excès en Ulfat célibataire. Autrefois, Ulfat refusait les hommes Gma sous prétexte de fraternité, comme leur nom l'indique. Mais la vraie raison était que Gma ne pouvait leur offrir qu'une toute petite maison parfaitement imparfaite. Malgré ça, ils sont revenus pour les épouser après la disparition des hommes Bit, car ils avaient toujours le beau souvenir de l'amour d'autrefois. En tous les cas, cette tentative compensatrice a échoué, car les hommes Bit sont irremplaçables. Vous avez compris l'histoire, n'est-ce pas? Les Ulfat aiment les Bits disparaissent, le gouvernement apporte des Dalton et des Gma pour compenser l'absence des Bits et tout ce qui vient avec. En effet, si vous venez de comprendre cette histoire, vous venez alors de comprendre la physiopathologie de la bêta-thalassémie. En effet, les mots Ulfa, Bit, Dalton et Gma signifient les chaînes alpha, bêta, delta et gamma de l'hémoglobine. Dans la bêta-thal, qui est une hémoglobinopathie quantitative, il y a diminution ou absence de synthèse des chaînes bêta-globine, c'est-à-dire la disparition des hommes Bit. Absence des chaînes bêta entraîne un excès en chaîne alpha, dont la précipitation dans l'érythroblast induit des altérations membranaires aboutissant à l'avortement intramédulaire. Autrement dit, la disparition des hommes Bit entraîne un excès en femmes Ulfa célibataires dont l'affolement dans le royaume induit sa destruction. L'absence des chaînes bêta, encore une fois, donc l'absence des chaînes bêta entraîne une tendance compensatrice par production des chaînes non bêta, c'est-à-dire delta et gamma, et donc formation majoritaire de l'hémoglobine F, parce que le foie et la rate ont le souvenir de l'avoir synthétisé quand ils étaient jeunes, c'est-à-dire en période fœtale et à la naissance. La maturation des érythroblastes peut charger d'hémoglobine, d'où la microcytose, l'hypochromie et la poïkilocytose qui aboutit
à l'hémolyse de ces globules rouges. Autrement dit, encore une fois, la disparition des ombites oblige le gouvernement de tenter de compenser cette absence en apportant des hommes Dalton et Gma, les Gma gardant le souvenir de l'amour d'autrefois finissent par fonder un tout petit foyer, microcytose hypochromée. Ce foyer est parfaitement imparfait et donc la poikilocytose est en tous les cas cette tendance compensatrice est loin d'être suffisante car les bits sont irremplaçables. Passons à la physiopathologie de la drépanocytose. La drépanocytose est une hémoglobinopathie qualitative. Il y a remplacement de l'acide aminé glutamate en position 6 des chaînes bêta-globine par l'acide aminé valine, produisant ainsi une hémoglobine anormale, l'hémoglobine S. Au lieu de rester indépendantes les unes des autres, les HBS établissent des liaisons entre elles, c'est la polymérisation, aboutissant à la falciformation des globules rouges. Ces drépanocytes ont tendance à se bloquer dans les petits vaisseaux, entraînant des crises vaso-occlusives qui se manifestent par des douleurs et forment des microthrombus. On a tardé avec la physiopathologie parce que c'est très important pour garder les notions de base en tête. La suite sera légère. On va déduire les signes cliniques, les examens complémentaires à faire et la conduite à tenir, rien compensant au non complet de l'affection en question. Passons au tableau clinique. Donc, nom, anémie hémolytique congénitale. Anémie hémolytique. L'hémolyse est chronique. Donc, on aura la triade de l'hémolyse chronique, pâleur, ictère, splénomégalie. PIS. C'est une anémie congénitale qui va se traduire par un retard staturopondéral. Ces deux sont des signes communs à la famille anémie hémolytique congénitale. Passons aux signes spécifiques. Prénom bêta-tal, on aura une dysmorphie crânio-faciale. Bêta-tal faciale, ça rime, voyez-vous? En effet, l'hypoxie due à l'anémie chronique stimule la synthèse de l'érythropoïétine, aboutissant à une hyperplasie érythroblastique. L'expansion médulaire érythroblastique entraîne ces dysmorphies. La drépanocytose. Prénom drépano. Signe spécifique dû au CVO, crise vaso-occlusive, qui se traduisent par des douleurs, exemple, douleurs des os, drépano, CVO, douleurs des os. Au total, le nom complet nous rappelle les signes cliniques. Anémie hémolytique congénitale bêta-tal, anémie hémolytique, hémolyse chronique, triade de l'hémolyse chronique, congénitale et retard staturopondéral, bêta-tal, dysmorphie crânio-faciale, et si c'était la drépano, on pensera au CVO. En matière d'examen complémentaire, il faut être systématique. Donc, il s'agit d'une anémie hémolytique congénitale. L'anémie a une définition biologique, et pour définir une anémie, il nous faut un hémogramme complet, FNS-FS rétique. C'est une anémie hémolytique, hémolyse. Donc, on fait un bilan d'hémolyse
qui comporte fer sérique, bilirubine non conjuguée, LDH et haptoglobine. Anémie hémolytique congénitale. Le problème congénital touche l'hémoglobine. Ce sont des hémoglobinopathies congénitales. Donc, pour confirmer, on explore l'hémoglobine par électrophorèse et on confirme le caractère congénital par l'enquête familiale chez les deux parents par une FNS et une électrophorèse de l'hémoglobine. En drépano, il y a aussi le test de défalciformation à ne pas oublier. Vous pouvez revoir les résultats de différents examens sur vos cours. Ce n'est pas compliqué tant que vous avez compris votre physiopathe et tant que vous êtes systématique en matière d'examen complémentaire. Terminons avec le traitement symptomatique. Anémie hémolytique congénitale, on a une hémolyse chronique. L'hémolyse libère du fer dont le taux s'élève au fur et à mesure, et si c'était un cas d'un polytransfusé, on apporte encore du fer. Donc, il y a un risque d'hémochromatose, d'où l'importance de chélation du fer. L'anémie hémolytique congénitale est régénérative. À force de régénérer les globules rouges, la moelle osseuse finira par utiliser toutes les réserves en folate, aboutissant à une crise aplasique, exposant l'organisme aux infections, d'où la nécessité de prévenir la carence en folate et de faire une antibioprophylaxie au cas où, sans oublier l'inducteur de l'HbF. En cas de bêta-thal, l'anémie se corrige par transfusion en culoglobulaire phénotypé, compatibilisé et filtré, et s'il y a un hypersplénisme, une splénectomie est indiquée à partir de l'âge de 5 ans. En drépano, il faut lutter contre les crises vaso-occlusives, les transfusions ou échanges partiels selon le taux de l'hémoglobine. L'inducteur en HbF est indiqué seulement si la fréquence des crises vaso-occlusives est supérieure ou égale à 3 fois par an. Il faut noter que la bêta-thal dont on parle depuis tout à l'heure est la forme homozygote, la forme majeure ou maladie de Cooley. Sur ce, je vous remercie. Les anémies hémolytiques congénitales ont été présentées par MCL.